Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce matin sur cette nouvelle série de webinars en français de l'équipe Oracle France. Voilà, on commence ce matin et cette série va nous amener jusqu'à vendredi. Voilà, tous les matins à partir d'aujourd'hui, à partir de 11 heures. Voilà, je suis Patrick Lemartret. Je suis directeur marketing sur les technologies, donc je suis chez Oracle et je suis ravi de vous accompagner. Aujourd'hui, je serai également là demain sur cette nouvelle série. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on en a l'habitude, deux propositions à vous faire. Profitez de l'accord que l'on a avec Oracle University pour vous former. Il y a un ensemble de sessions autour d'Oracle Cloud Infrastructure, autour du data management. Voilà, c'est des sessions gratuites. Il y a même des certifications à l'intérieur. Voilà, profitez de ce QR code. Et puis également, on a un groupe LinkedIn, voilà, pour partager l'actualité, pour partager les replays aussi que nous avons de ces différents webinars que nous menons. Voilà, là aussi, c'est un groupe d'échange en français. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur LinkedIn, Objectif Cloud Oracle. Le programme de cette Data Week, quatre sessions. Celle d'aujourd'hui, je vais y revenir tout de suite. On sera centré autour de la base Oracle 23AI. Et puis dès demain, en fait, on va attaquer les sujets multi-cloud. Vous savez qu'on a des accords stratégiques avec les grands hyper scalers. Et donc, on va revenir là-dessus demain à partir de 11 heures et voir comment vous pouvez exploiter les bases de données Oracle, quels que soient en fait vos fournisseurs cloud. Jeudi, on n'avait pas traité ce sujet-là depuis un moment. On va revenir sur tout ce qui est analytique et voir comment l'AI embarqué dans l'analytique aussi en modifie et augmente les capacités. On va passer aussi une machine learning. On aura des témoignages sur cette utilisation-là. Ça, c'est jeudi. Et puis vendredi, on terminera donc la série. On s'oriente en plus sur le développement. Bon, pour ceux qui connaissent Oracle Apex, hein, c'est des environnements low-code avec des assistants qui vous permettent de mettre en place des applications de façon très simple, tout en bénéficiant du support et sécurité et performance de la base de données Oracle. Voilà, je suis persuadé que voilà, c'est un super programme, que ça va vous aider voilà, à mieux connaître nos offres et puis à continuer à travailler autour de vos projets. Euh, voilà, donc aujourd'hui, ce matin, on va rentrer dans le vif du sujet. Effectivement, au cœur de la stratégie Oracle se trouve la base qui embarque aujourd'hui donc des capacités d'IA. On apporte l'IA à vos data, hein, et c'est ce qu'on va décliner ce matin. Le safe harbor, hein, pour indiquer que ce que l'on va dire ce matin n'a pas valeur de contrat. Et puis je vous présente nos intervenants. Donc on va retrouver tout à l'heure Stéphane Braun. Donc Stéphane est Cloud Engineer sur la Database Platform sur Oracle France. On va retrouver aussi Victor Talegon, qui est Cloud Engineer sur la partie Oracle Cloud Infrastructure chez Oracle France. On va retrouver Nicolas Désira, que vous connaissez bien, Cloud Engineer, Database Platform chez Oracle France. Et je vais vous laisser tout de suite avec Mathieu François, qui est responsable de commercial sur la partie AI Data Platform chez Oracle France. Mathieu, je te laisse la parole. À toi. Merci Patrick, merci, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi là d'être parmi vous aujourd'hui et je suis vraiment ravi de voir le monde qui est connecté là en ligne. Je sais que la Data Week, c'est un rendez-vous qui est devenu maintenant une habitude pour notre communauté, donc merci à tous de votre participation. Peut-être juste un point d'actualité avant de démarrer. On entend beaucoup parler d'Oracle et de Larry Ellison en ce moment et même des gens qui sont pas dans la tech nous en parlent. Alors, pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est que avec l'explosion de l'intelligence artificielle, bon, le marché commence à se rendre compte que Oracle est vraiment la plateforme cloud pour l'IA et avec deux raisons, hein. La première, c'est la performance d'OCI sur le marché et le deuxième, c'est le prix. Et en fait, quand on fait de l'entraînement ou de l'inférence, c'est-à-dire de l'utilisation de l'IA à grande échelle, bah, on peut vite générer quelques milliards d'économies. Et pour nos clients, certains déjà génèrent quelques millions grâce à OCI.
Et deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans data. Et donc, ça va être le sujet de la semaine et du jour. Et donc, c'est comment on valorise vos données. Et là-dessus, on a quelques différences assez importantes qui font qu'aujourd'hui, on revient vraiment au cœur de tous ces sujets-là. Je suis content également d'être parmi vous ce matin, parce que ça fait quelques années que je suis chez Oracle. Et la 23AI est vraiment la plus grosse mise à jour de la base de données depuis de nombreuses années. Donc il y a énormément de nouveautés que vous pouvez utiliser et qui vont vous permettre d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle à grande échelle. D'ailleurs, là-dessus, j'ai une histoire moi qui m'a marqué, que je souhaite vous partager. C'est l'histoire de Netflix. Il y a quelques années, Netflix avait lancé un concours pour trouver un meilleur algorithme de recommandation sur ses séries et ses films que celui qu'ils avaient. Donc, ils offraient 1 million de dollars de récompense pour la personne ou l'équipe qui trouvait. Et il y a effectivement une équipe qui a gagné ce concours et qui a touché 1 million de dollars. Mais Netflix n'a jamais pu mettre en œuvre l'algorithme en question dans ses systèmes de production et donc finalement l'utiliser. Et en fait, ce que montre cette histoire, c'est que quand on fait les choses un peu trop déconnectées du système existant, on n'arrive pas à mettre à l'échelle l'innovation qu'on a pu développer. Et donc c'est un peu dommage. Et donc c'est vraiment là-dessus que nos équipes de développement ont eu un focus sur la roadmap de la 23AI. C'est comment, comme le disait Patrick, on rapproche l'IA de la donnée et non pas l'inverse. Donc vous allez voir dans les différents workshops aujourd'hui et dans la semaine comment on peut adresser tout ça. Et finalement, si on en vient avec les clients moi que je croise au quotidien, on voit bien en fait qu'il y a eu beaucoup de projets pour devenir des data-driven companies, comme on dit, où finalement on a envoyé beaucoup de données, voire toutes les données dans des data lakes d'entreprises. Et aujourd'hui, le constat que font beaucoup de clients, c'est que la valeur qui est tirée de ces data lakes est assez faible pour l'utilisateur métier. C'est-à-dire que les data scientists sont assez contents, ils arrivent effectivement à trouver des choses intéressantes, mais apporter cette science-là et cette différence aux utilisateurs métiers, c'est le véritable challenge aujourd'hui, et c'est ce que vous allez voir dans la session du jour. Et le deuxième sujet, c'est qu'on parle beaucoup d'IA générative. Et l'IA générative, il faut savoir la personnaliser à un coût acceptable. Et il faut aussi être en mesure de la sécuriser et de gérer la confidentialité. Ce que les modèles de langage, les fameux LLM, ne sont pas forcément très équipés pour faire. Et donc vous allez voir en quoi la base de données 23AI vous permet aussi d'améliorer ça et finalement de garder vos données critique dans une base de données Oracle, mais qui va communiquer dans le langage d'une IA générative pour pouvoir partager les choses. Voilà, donc on a un super programme cette semaine. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la plateforme data et ce qu'apporte la 23 AI pour l'intelligence artificielle. Vous verrez demain, comme le disait Patrick, toute la capacité à déployer cette plateforme en multicloud, parce qu'on est convaincu que le monde est multicloud et qu'il faut qu'on vous donne cette capacité. Et puis on terminera la semaine avec des exemples de clients et de partenaires, la SNCF, Allshare, Talent, Scorus, qui vous montreront des cas d'usage français avec ces différentes technologies. Donc voilà, donc merci encore à tous pour votre participation. Et je passe la parole à Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Donc ravi aujourd'hui d'être avec vous pour vous présenter les dernières nouveautés autour de la base Oracle 23 AI et comment ces nouveautés vont vous permettre de vous faciliter la vie pour le développement de vos nouveaux projets autour de la data et de l'IA. Donc si vous travaillez dans le monde de la donnée depuis longtemps, que ce soit sur Oracle ou sur d'autres technologies, vous avez connu des environnements jusque-là relativement simples. Vous aviez en gros deux cas d'usage, la partie transactionnelle, pardon, avec le LTP, et la partie reporting, dashboarding, avec la partie analytique. Et avec, on couvrait globalement la quasi-majorité des cas d'usage d'une base de données relationnelle, donc parfaitement adaptée dans ce cas. Et puis au cours des 15 dernières années, on a vu notamment avec l'explosion des usages autour de la data, par exemple avec les objets connectés, avec les réseaux sociaux, avec l'arrivée de l'IA maintenant, ben, des nouveaux types de données, des nouveaux charges de travail qui sont apparus. Donc, ça paraît être le JSON, l'IA, la partie distribuée également. Et donc, de nombreuses technologies de données ont été introduites ou sont devenues populaires. Et beaucoup de ces technologies s'appuient sur des bases de données qui sont spécialisées et qui sont destinées
à ne traiter que ce pourquoi elles ont été conçues. Et donc, une des stratégies, hein, ça consiste finalement à utiliser ces différentes technologies pour traiter les différents cas d'usage qu'on va avoir, et puis les intégrer avec d'autres technologies pour faire des workflows plus complexes. Et on sait qu'en général, beaucoup de projets combinent plusieurs technologies. À minima, on a besoin au minimum d'avoir un accès avec les données relationnelles, donc les données d'entreprise. Et on comprend bien que dans ce cas, on risque de complexifier grandement les architectures avec tous les problèmes que ça peut apporter, hein. Bien sûr, il va falloir avoir des ressources pour gérer toutes ces technologies, avoir des experts sur ces technologies. Il y aura des problèmes d'intégration entre les différentes technologies qui ne sont pas forcément conçues pour travailler ensemble. On peut avoir des coûts et des durées de projet qui explosent également, ou encore des problèmes de sécurité, puisque la donnée va transiter entre différents systèmes, va falloir être en capacité de traiter le cycle de vie de la donnée et de gérer sa sécurité tout au long. Donc une idée qui au départ semblait plutôt de bon sens, finalement, ramène plus de complexité et fragmente les systèmes d'information. La stratégie d'Oracle, elle est très différente. Donc, plutôt que d'ajouter de la complexité, on va essayer de la réduire, donc de réduire les coûts et les risques. Donc ça passe par l'amélioration de la synergie entre les différentes technologies afin que vous puissiez finalement raccourcir les délais de temps de développement, les délais de mise en production et également utiliser une infrastructure commune d'IA afin d'éviter de reproduire dans le domaine de l'IA ce qu'on connaît, le morcellement des applications qu'on connaît actuellement. Alors comment on concrétise cette stratégie? On le fait de deux manières. Donc la première, c'est la convergence. On va donc intégrer, plutôt que rajouter des nouvelles solutions à chaque nouveau cas d'usage, on va intégrer des nouveaux types de données, des nouvelles charges de travail directement dans le moteur de base de données, donc dans le même moteur, avec en général un accès à minima avec le langage SQL, donc le langage qui sera commun à l'ensemble de ces technologies. Et avec ça, on va pouvoir combiner, croiser les différents éléments qui sont à l'intérieur de la base de manière beaucoup plus simple. Et on aura en plus une seule solution à gérer, à administrer, où on aura une politique de sécurité unique, par exemple. Et l'avantage également, hein, c'est qu'on pourra bénéficier pour toutes ces technologies des capacités qui sont héritées de la base, donc les capacités de performance, de résilience, de haute disponibilité et de sécurité. Le deuxième aspect de cette stratégie, c'est la simplification au maximum de la gestion de vos bases de données. Donc, on va automatiser le plus possible toutes les tâches récurrentes, les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, comme par exemple la partie patching, le backup, le DRP, etc. Donc, ça, on va essayer d'automatiser au maximum, mais le point d'orgue de cette stratégie, ben, c'est la partie Autonomous Database, hein, où vous avez une base de données en mode SaaS. Donc, simplement, vous avez à charger vos données et les exploiter directement sans avoir à vous à faire des efforts sur sur la partie administration qui n'amène pas grand-chose au niveau de la donnée. Donc ça, c'est la double stratégie d'Oracle au niveau de la convergence et de la simplification euh, de la gestion des bases. Alors, en termes de déploiement, vous pouvez déployer des bases Oracle sur beaucoup de systèmes, bien sûr sur la partie Oracle Cloud Infrastructure, donc sur OCI. Vous pouvez également la déployer sur multi-cloud, donc sur les Azure, AWS, Google, nos partenaires. Vous pouvez bien sûr le faire également sur la partie Cloud Customer, donc qui est un service Exadata qui est dans vos data centers, mais qui est géré en mode cloud. Et puis bien sûr on-premise, sur du matériel à Oracle, sur les ingénieurs systèmes, donc que ce soit Exadata, que ce soit ODA ou PCA. L'avantage, hein, c'est que cette solution étant la même partout, en fait, vous disposez des mêmes capacités, des mêmes fonctionnalités, peu importe où vous déployez votre base de données. C'est très simple et très portable et très pratique. Donc, très facile de passer d'une option de déploiement à une autre, suivant vos projets, vos nécessités. Pas besoin de repenser les applications et pas d'effet lock-in en fait, sur vos choix de développement. Donc, une extrême portabilité de notre solution sur différents environnements. Je fais un petit aparté sur la partie multi-cloud. Il y a une session demain sur cette partie. Donc, vraiment, je vous invite à suivre cette session. C'est une offre qui a beaucoup d'attractivité chez nos clients, qui est vraiment beaucoup demandée. Donc, le multi-cloud, hein, c'est l'accès à des services Oracle, comme Exadata Cloud Service, comme Autonomous Database, comme notre service PaaS de base de données, directement en tant que child region, donc directement localisé dans les infrastructures de nos partenaires, que ce soit AWS, Google ou Azure. Ça simplifie vraiment les architectures techniques quand vous avez, par exemple, la partie applicative sur ces cloud providers. Du coup, vous pouvez avoir la base colocalisée, donc avec une latence extrêmement minimale entre les systèmes. Et puis également, en termes de gestion, une console unifiée, la console du partenaire qui va gérer l'ensemble de vos assets, que ce soit la partie applicative ou la partie base de données.
Donc, je vous invite vraiment à toute cette session, ça sera dommage. Donc, la dernière version de la base Oracle, donc la version 23 AI, elle dispose d'un support à long terme jusqu'en décembre 2031. Donc, elle continue d'intégrer les nouveaux types de données, les cas d'usage, bah, pour incorporer des technologies qui sont actuellement en pointe dans l'IT et qui n'est pas encore prise en compte. Donc, c'est une stratégie, hein, la convergence, qu'on exécute quand même depuis très longtemps maintenant, puisqu'on a commencé dans les années 2000 à incorporer, par exemple, le langage Java dans la base, on a incorporé le XML, les données spatiales, graphes, etc. Et ça permet vraiment d'avoir une plateforme complète pour le stockage et pour le développement de vos projets. Donc finalement, lorsqu'on regarde le panorama complet des capacités fournies par la base Oracle, bah, grâce à cette stratégie de simplification et de convergence, il est clair que c'est une plateforme idéale pour développer parce que vous avez vraiment accès à la quasi-totalité des types de données qui sont actuellement utilisés dans l'IT. Idem pour les workloads, hein, on fait du machine learning, de l'IoT, de l'analytique, etc. Et puis, bah, vous avez tous les langages de développement qui sont compatibles, bien sûr, avec la base Oracle. Donc, vous avez vraiment une plateforme complète pour développer vos projets grâce à la base Oracle. Donc, pour illustrer ce point-là, je vais prendre trois grandes nouveautés, parmi bien d'autres, hein, de la database 23 AI. Donc, trois grandes nouveautés qui permettent d'unifier les données ou les datatypes plus récents avec le monde du relationnel et donc simplifier les projets en permettant des relations possibles assez simples avec vos données d'entreprise. Ça, c'est vraiment important, hein. Donc, on amène la capacité de travailler directement sur vos données d'entreprise avec des nouveaux types de données et les croiser. Et donc, ça concerne les technologies qui sont le plus en pointe actuellement, c'est-à-dire la partie JSON avec la partie documentaire. Ça concerne également bah, les parties graphes pour tout ce qui est relations complexes entre différentes entités. Et puis, ça concerne également la partie IA, évidemment, qu'on incorpore dans la 23 AI. Donc, on va démarrer par la partie JSON. Donc, on a incorporé, intégré dans la 23 AI, donc la partie JSON Relation Duality View, donc, qui ont la capacité d'exposer sous format JSON des données qui sont stockées sous forme relationnelle dans des tables. Donc l'intérêt, il est double, hein. Enfin, on a deux possibilités en fait. C'est soit on va l'utiliser pour moderniser des applications déjà existantes sans changer le modèle de données sous-jacent, et par exemple réécrire une application ou des morceaux de l'application dans un mode plus moderne, en mode web par exemple, ou avec des REST API. Soit c'est aussi, bah, si vous avez des nouveaux projets, vous souhaitez conserver un modèle relationnel pour vos données dans une forme standard, de manière par exemple à éviter la duplication d'informations quand on a des modèles dénormalisés, bah, vous pouvez utiliser ce modèle-là et continuer d'exposer vos données en format JSON bah, pour le développement de vos applications. Alors comment ça fonctionne? C'est relativement simple en fait, hein. Il suffit avec une simple déclaration SQL bah, de créer un objet qui est une simple vue en ajoutant simplement la clause JSON Duality View. Donc la structure de la vue, comme vous le voyez, elle limite ou elle reflète la structure du document JSON qu'on souhaite et ça va le rendre finalement assez simple à définir. Donc c'est extrêmement similaire à une création de vue standard dans la base Oracle, hein. Rien d'extraordinaire en termes de syntaxe. Et puis on peut également dans cette vue ajouter des clauses bah, pour autoriser par exemple l'insertion, la modification ou la suppression des données au travers de la vue JSON. Et une fois qu'on a créé la vue, bah, pour y accéder, c'est extrêmement simple. Alors, on peut le faire, par exemple, par API REST, comme c'est montré dans la slide, hein. Donc, simplement avec une méthode GET sur un navigateur, on peut récupérer la donnée JSON de manière très simple. On peut aussi le faire avec du langage SQL, évidemment, hein, select étoile sur la vue et vous récupérez les éléments avec les différents langages de développement. Et puis aussi, on peut le faire avec la partie MongoDB API, hein, qui est une API que nous fournissons et qui permet, bah, si vous travaillez sur des environnements MongoDB, bah, avec le même environnement de travail, vous pouvez brancher plutôt que sur Mongo, vous pouvez vous brancher sur Oracle pour aller travailler sur les données qui sont stockées dans la base Oracle sur le JSON Relation Duality. Et comme je vous le disais, bah, c'est aussi simple de mettre les données à jour dans les tables directement bah, en mettant à jour la vue. Donc, soit vous faites par API REST de la même manière avec une méthode put, par exemple, ou soit en SQL ou avec l'API Mongo. Donc, en fait, quand vous allez mettre à jour la vue, Oracle va automatiquement mettre à jour les données de la vue qui correspondent aux tables sous-jacentes sans que vous ayez à faire quoi que ce soit en termes de développement. Donc, extrêmement simple à gérer, extrêmement facile à utiliser. Une petite aparté simplement pour la partie JSON, je voudrais juste rajouter que dans la 23 AI et depuis la 19C, on peut stocker aussi des documents JSON ou des collections JSON directement dans les tables, dans les champs.
et de manière native à partir de la 21C. Donc on a à partir de la 23 maintenant, donc 21 et 23, la possibilité de faire du JSON de manière binaire et native dans la base Oracle avec des performances assez exceptionnelles. Donc ça vous fait finalement vous avez deux choix quand vous voulez faire du JSON, pardon. C'est soit vous faites du JSON Relation Duality avec des clauses des tables, des données stockées en modèle relationnel, soit vous stockez directement les données en JSON dans la base. Le choix de développement incombe en suivant de vos projets, suivant la volumétrie ou les performances souhaitées. Deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est la partie graphe. Donc une base de données graphe, hein, ça permet de modéliser et de gérer efficacement des relations entre des entités complexes, comme par exemple les réseaux sociaux, comme des réseaux de transport, des chaînes de logistique, ou des interactions clientes, par exemple sur des transferts de fonds. Donc Oracle en 23AI, on a introduit la partie property graph, donc ils vont représenter les données sous forme de nœuds et d'arêtes avec des attributs pour chacune de ces entités. Donc ça offre vraiment des recherches extrêmement rapides sur les connexions et sur les parcours entre les données. Ça permet de modéliser des interactions entre différentes entités qui seraient extrêmement simples, extrêmement compliquées, pardon, en langage SQL à modéliser. Donc c'est idéal vraiment pour tout ce qui est analyse de réseaux complexes. C'est idéal également pour la détection de fraude, c'est souvent utilisé dans ce cas-là, ou pour faire des requêtes graphiques avancées, par exemple. C'est ce qui est vraiment, comme je vous le disais, souvent très difficile à gérer dans les bases relationnelles classiques. Donc auparavant, avant la 23AI, il fallait utiliser un moteur externe à la base pour faire du graphe. Et donc avec la 23AI, on a amené le graphe directement au plus proche de la donnée. Donc c'est intégré complètement dans le moteur. Pas besoin d'utiliser d'outils externes pour le faire. Et vous pouvez bien sûr faire du croisement avec les données, les tables, les données relationnelles d'entreprise. Et à l'instar des vues JSON, la création d'un property graph dans Rack, c'est aussi simple. C'est simplement une instruction SQL. Donc, vous voyez là, dans l'exemple, on crée un property graph qui s'appuie sur deux tables sous-jacentes. Et avec ça, on peut après modéliser des connexions complexes pour suivre les transferts de fonds entre différents comptes par des clients. Donc, pour information, on a implémenté le Property Graph directement SQL en suivant la norme 2023. Donc, Oracle participe toujours à la norme standard SQL. Hein, donc, et on intègre au fur et à mesure cette norme dans notre produit. Et puis, bien sûr, l'interrogation, elle est extrêmement simple aussi hein, pour le requêtage. Donc, une fois qu'on a défini le Property Graph, simplement, on fait un select. Donc, avec du SQL, on va pouvoir très facilement modéliser des interactions très complexes avec peu de lignes de code finalement. Vous voyez là, on a 5-6 lignes de code pour modéliser finalement des relations client-banque par rapport à l'identité. Et ben, si on devait le faire en SQL, pour faire la même chose, il faudrait 12 jointures, 3 unions, donc une requête beaucoup plus complexe à écrire. Donc vraiment, ça simplifie vraiment le travail des développeurs sur cette partie-là. Et puis, comme toujours, hein, vous pouvez, comme c'est du SQL, faire des croisements avec d'autres types de données, typiquement du relationnel ou par exemple du spatial. Donc voilà, les bases graphes incorporées maintenant dans la 23 AI, très simple et très facile à utiliser. Et pour finir ces exemples, on va parler d'IA, bien sûr, avec l'introduction de la fonctionnalité AI Vector Search, donc l'AI qui a donné son nom à la base de données 23, donc la 23 AI. Donc quand il s'agit de données non structurées, il est clair que jusqu'à présent, les bases de données relationnelles ne savaient pas vraiment traiter ces objets. On pouvait bien sûr les stocker dans des blobs, par exemple, dans la base, mais très difficile d'interagir avec ces données, difficile d'en extraire le contenu. Si on veut faire des croisements, par exemple, avec des images, des audios et de la donnée relationnelle, ça devient vraiment très très compliqué. Et même sur du texte non structuré, par exemple, on a de la recherche textuelle, mais c'est pas suffisamment puissant pour vraiment extraire toute la valeur des données qui sont stockées dans les bases. Et donc, pour pouvoir travailler avec ces contenus, nous, on introduit la fonctionnalité des AI Vector Search. Et cette fonctionnalité, on l'introduit dans la base directement. On rapproche la partie IA de la data et pas l'inverse. Donc, avant d'aller plus en avant sur la partie Oracle AI Vector Search, on va d'abord rappeler ce que c'est qu'un vecteur. Donc, un vecteur, c'est une représentation numérique du contenu sémantique d'un objet, d'un document, son sens en quelque sorte, hein, ce qui permet aux algorithmes ensuite d'IA de pouvoir les traiter efficacement. Donc, on peut vectoriser des images, on peut vectoriser des audios, des textes, ou des vidéos, par exemple. Puis une fois qu'on a vectorisé, on pourra faire de la recherche de similarité entre ces différents vecteurs pour identifier les objets qui seront plus ou moins proches les uns des autres. Et pour cela, on va utiliser toute une série de modèles de machine learning. Donc, c'est des modèles qui sont disponibles pour la quasi-totalité en open source et qui peuvent faire la vectorisation, ce qu'on appelle la partie embedding.
Donc, avec AI Vector Search, donc on ajoute au moteur la possibilité d'une base de données vectorielle directement dans la data. Donc, on peut maintenant stocker des vecteurs dans la base Oracle, bien sûr, mais on peut également faire la vectorisation directement au niveau du moteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir charger les modèles d'embedding qu'on aura récupérés comme en open source et les charger directement dans la base et faire la partie vectorisation directement dans la base sans avoir à transférer ou à sortir la donnée de la base de données. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Ça rajoute de la performance, ça rajoute de la sécurité également et ça simplifie aussi la partie interaction sur la partie données. Et puis, bien sûr, on a enrichi toute la partie SQL avec des index de type vecteur, avec des fonctions de recherche spécifiques sur la similarité pour pouvoir naturellement travailler avec. Donc, l'intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir combiner cette recherche sémantique sur des objets qui auraient été au préalable vectorisés. Donc, avec des données relationnelles, par exemple, ou avec du spatial, ou avec du JSON, ou avec du graph. On peut vraiment croiser tout le type de données directement dans le moteur. Et donc, comme ça passe par une extension du modèle SQL, c'est extrêmement simple, hein. Dans la slide présentée, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va poser une question en langage naturel, on va vectoriser cette question, et ensuite, on va pouvoir faire une recherche par rapport aux incidents qui ont été bien sûr au préalable vectorisés, et on va pouvoir retrouver finalement les incidents qui sont ressemblants avec la question de l'utilisateur. Et on va pouvoir, bien sûr, dans la même requête, matcher ça avec le produit ou peut-être avec les clients, etc. Donc très simplement, en quelques lignes, on peut croiser la donnée relationnelle avec la partie IA et la partie vecteur. Imaginez bien sûr que si vous aviez des systèmes différents, il faudrait faire de l'intégration entre les différents systèmes ou faire des développements d'applications pour aller chercher des données ailleurs. Ça serait beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à gérer en termes de sécurité. Donc vraiment là, ça apporte de la simplification et de la simplicité à vos développements. On a aussi la possibilité dans la 23 de faire des appels à des LLM externes. Donc les méthodes maintenant sont fournies. Donc le LLM, il n'est pas dans la base, bien sûr, mais on va faire des appels à des services qui sont soit dans le cloud, soit sur des moteurs d'inférence que vous pouvez faire tourner localement pour faire tourner vos LLM, par exemple. Et on va combiner cette partie-là avec la partie Vector Search pour faire ce qu'on appelle du RAG, donc du Retrieval Augmented Generation, qui permet finalement, avec du contenu privé, d'enrichir des questions que l'on pose à un LLM. Donc l'idée, hein, par exemple, sur une base documentaire, c'est on va avoir une question d'un utilisateur ou une interrogation, on va vectoriser cette question, on va faire une recherche sur les documents qui sont les plus ressemblants, et puis ensuite on va récupérer le texte de la question, le texte du document, l'envoyer tout ça au LLM et récupérer une réponse avec le contenu beaucoup plus privé, beaucoup plus contextualisé par rapport à la question et par rapport à des données d'entreprise spécifiques. C'est souvent un peu la limitation de LLM, hein, c'est que on n'a pas forcément d'informations sur les données privées ou les données ne sont pas forcément à jour. Là, on peut vraiment mettre la donnée qu'on veut recevoir grâce justement à la partie vector search dans la base de données. Et puis, bien sûr, on fait aussi tout un panorama d'autres choses d'IA dans la base. On amène bien sûr tous les algorithmes de machine learning. Donc, on peut faire dans la base de données, on peut avoir des algorithmes de machine learning qu'on peut entraîner pour créer des modèles et ensuite travailler sur ces modèles, sur les données qui sont les données d'entreprise dans les bases directement. En sachant que beaucoup de données sont stockées dans les bases Oracle. Donc, effectivement, c'est quand même extrêmement pratique de pouvoir directement pousser la partie machine learning, la partie IA au plus près de la donnée. C'est également intéressant si vous utilisez par exemple Exadata, on a des accélérations pour faire fonctionner les lecteurs sur la partie Exadata. On a aussi, ce que je vous disais, la partie ONNX, hein, donc c'est-à-dire que les modèles au format ONNX, les modèles open source, vous pouvez les charger, les modèles d'embedding dans la base pour faire la vectorisation. Et puis quelque chose de très intéressant, un exemple de RAG un peu spécifique, c'est la partie Select AI, donc qui vous permet en langage naturel finalement de générer des requêtes SQL sur vos données métiers. Donc là, c'est un peu la même chose que le RAG. C'est qu'en fait, vous allez poser une question finalement à vos données et vous allez récupérer les métadonnées de vos tables avec les commentaires sur les colonnes des tables, envoyer tout ça à un LLM et ça va vous générer automatiquement la requête. C'est vraiment extrêmement intéressant, des cas qui peuvent vraiment faciliter la vie d'un développeur. Dès qu'il y a des requêtes un peu complexes à écrire, ça va être beaucoup plus simple. Donc pour conclure sur cette première partie, donc la nouvelle base de données 23 AI, c'est plus de 300 nouvelles fonctionnalités qui couvrent bien sûr beaucoup plus de choses que ce que je viens de vous présenter. Bon, beaucoup de nouveautés sur la partie haute disponibilité, sur la performance, la résilience, la sécurité, et beaucoup d'améliorations aussi sur la partie transactionnelle et analytique.
Mais comme vous le voyez, c'est aussi une grande extension des cas d'usage intégrés dans le moteur qui vont bien au-delà du modèle relationnel et qui vraiment en font une plateforme de choix pour tout votre développement autour de la data et de l'IA, parce que vraiment on pousse l'IA, on amène l'IA au plus près de la donnée. Il n'y a pas d'autres plateformes aussi complètes d'équivalence sur le marché. Et donc pour vous démontrer ça, je vais passer la parole à mon collègue Victor, qui va vous parler de tests qui ont été faits sur la partie vector search, justement, sur de l'autonomous database. Merci. Bonjour à tous, merci Nicolas pour cette introduction aux fonctionnalités de l'Inventoire AI, puis ensuite cette aussi introduction au concept Vector Search. Moi, c'est Victor Talegon, je travaille dans l'équipe architecte OCI chez Oracle France. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un REX, donc d'un retour d'expérience d'un client qui a testé, a adapté et a mis en production la plateforme avec la base de données Autonomous 23i. Donc, pour vous raconter un peu de contexte, ces clients, en fait, c'est un grand groupe qui voulait du coup avait déjà commencé à construire déjà un prototype qui avait mis en production avec plusieurs sources de données, avec plusieurs on va dire, types de documentation. Et en fait, le but, c'était d'adapter et du coup produire un cas d'usage IA pour centraliser dans une plateforme collaborative au sein de toute l'entreprise toute la documentation, que ce soit interne ou externe. Donc, on parle de documentation interne de type procédure métier, on parle aussi de documentation du type données clientes, aussi RFP passé, campagne, etc. Et du coup, le but, c'était de pouvoir alimenter cette plateforme, l'ouvrir à l'ensemble de collaborateurs et ensuite aussi permettre de avoir de nouveaux documents qui allaient rentrer chaque jour. Et puis ensuite, scaler cette plateforme pour permettre de attendre plus de 100 000 demandes par jour de utilisateurs. Donc, ces clients avaient déjà mis en place cette plateforme avec une technologie open source. En fait, ils rencontraient un peu une problématique et c'était des fois de bugs de management de l'infrastructure de la data platform, que des fois, c'est pas toujours évidente pour des équipes de développement, et aussi l'effet d'avoir cette responsabilité sur tout ce qui était la gestion de l'infrastructure, les performances sous-jacentes de la data platform, et puis ensuite, à la fin, c'est la responsabilité sur les fonctionnements. Donc, c'est pour ça que ces clients étaient intéressés par le modèle Autonomous, dont je vous présenterai plus tard, parce que c'est une responsabilité partagée entre Oracle et les clients pour déjà laisser de côté tout ce qui est la responsabilité de la partie gestion, patching, etc. sur l'infrastructure. Et puis ensuite, les clients ont uniquement les responsabilités sur la gestion de ces données. Ensuite, il y avait aussi d'autres services à côté. Donc, on parle d'une base de données de type NoSQL pour l'hébergement des logs. Aussi, on parle de stockage objet. On parle du fait que cette technologie open source était provisionnée sur un cluster Kubernetes et qui était aussi dimensionné, en fait, dans la mesure de répondre au pic d'utilisation. Donc, en fait, c'est pour ça que le souhait de partir sur une technologie qui pouvait s'auto-scaler aussi, c'était un grand point d'avantage. Donc, ce que nous, on a proposé, c'était de changer et substituer toute cette plateforme, cette cluster Kubernetes pour la base open source vectorielle. Puis ensuite, la partie de logging sur la base NoSQL et le service managé d'ingestion de documents par une seule instance convergée Autonomous Database 23i qui va à la fois avoir les fonctionnalités des vector search pour les besoins d'une base de données vectorielle, puis ensuite avoir aussi la capacité de stocker dans d'autres tables le données JSON, donc faire aussi la partie logging, et puis ensuite travailler sur la gestion de documents grâce à la fonctionnalité Oracle Text. Donc, pourquoi c'est Autonomous aussi très intéressant dans ces cas d'usage? D'un côté, nous avons la version 23i dont Nicolas a parlé, et puis ensuite, d'un autre côté, nous avons la base de données, les modes de consommation de la base de données Oracle en mode Autonomous. Donc, en fait, Autonomous apporte déjà des bases, les fonctionnalités de la base Oracle, et puis ensuite, il y a une couche supplémentaire d'automatisation et de gestion faite par Oracle, qui va aussi apporter des fonctionnalités faites avec de l'IA pour
avoir une souplesse dans le gestion de tout ce qui est le performance de la base de données et aussi de tout ce qui va être le patching, provisioning, aussi quelques opérations qui sont faites au niveau de l'infrastructure sous-jacente, etc. Donc, c'est grâce à cette combinaison des fonctionnalités. D'un côté, nous avons la convergence de la 23i et d'un autre côté, nous avons l'automatisation et la gestion de cette data platform qui, à la fin, va faciliter la vie des équipes qui vont l'utiliser. Du coup, déjà, avant qu'on se lance sur quelques des résultats de tests qui ont été faits, le premier retour qu'on a eu des utilisateurs de cette plateforme, c'était surtout la facilité d'adoption. Parce que, en fait, ces utilisateurs avaient construit du coup cette V0, on va dire V0.5 de plateforme déjà sur une technologie open source. Ils avaient créé du coup tout un ensemble de fonctions, on va dire une classe de fonctions différentes adaptées pour cette plateforme. Et du coup, il y a eu juste à modifier et à remplacer ces fonctions par l'équivalent pour adapter la base Oracle. Donc, en fait, grâce au package Python OracleDB, ça a été fait dans uniquement 2 semaines pour faire cette transition de cette technologie open source vers la technologie Oracle. Ensuite, l'autonomie, c'est un point très important parce que euh, il n'y a plus besoin en fait de manager pour le provisioning ni pour de changements de capacité tout ce qui était le cluster Kubernetes qui était utilisé anciennement. Donc en fait, ça a facilité aussi beaucoup l'adoption parce que juste en clic et juste après 5 minutes, nous avions déjà une base de données, une instance Autonomous prête à être utilisée. Un point très important pour ces clients, c'était l'intégration, parce que c'était native dans la console Azure. Je ne l'ai pas dit, mais ces clients, c'est un client qui utilise uniquement le cloud Azure. Et en fait, c'était très important pour eux d'avoir une intégration directe avec les services Azure. Donc, en fait, c'est depuis la console Azure qu'on fait la gestion de la base de données. Et ensuite aussi, c'est de là où on va suivre le monitoring ou provisioning de nouvelles instances. Un point aussi à rappeler, c'est la performance. Et c'est que Autonomous permet de faire du auto-scaling jusqu'à 3 fois la puissance allouée à la base de données. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de faire le provisioning en ayant en tête la consommation au pic, mais plutôt, on peut penser plus à une utilisation moyenne. Donc, si besoin, s'il y a beaucoup plus d'utilisateurs, s'il y a beaucoup plus de demandes qui sont exécutées en parallèle, le service Autonomous prendra la main et du coup va donner plus de ressources d'une façon transparente, donc sans arrêt de la base de données. Et puis, du coup, le ressources seront allouées. Et puis ensuite, quand le pic d'utilisation descendra, bon, ces ressources seront enlevées. Du coup, les utilisateurs voient uniquement que la plateforme répond toujours en performance. Finalement, un point très important que souvent on oublie, c'est la sécurité. Et c'est toute la sécurité construite autour de la base autonome, de la base autonome, pardon. Et ce sont tout ce qui va être la technologie et la stratégie de backup, déjà par défaut. Par jour, on a jusqu'à 60 jours de backup. Et puis ensuite, il y a deux paramétrages faits pour récupérer la base dans le cadre d'un incident et aussi pour avoir cette facilité pour récupérer le backup. Donc, maintenant, on va passer parler sur quelques tests que nous avons effectués avec cette technologie déjà Oracle Autonomous et d'un autre côté, le cluster Kubernetes qui tournait une base open source. Donc, euh, on va faire un peu l'overview des différents, on va dire, des différents comment dire, paramètres qui ont été donnés aux deux infrastructures. Donc, d'un côté, les clusters, c'était un petit cluster, on parle de vraiment une petite instance, c'était uniquement 8 vCPU. Et de l'autre côté, on a utilisé le minimum de ressources pour la base de données Autonomous, juste pour tester en fait jusqu'à où on pouvait aller. Donc, on a utilisé comme type de données le documentation d'entreprise mais anonymisée, du coup en enlevant tout ce qui était les données clients et ou données personnelles. Et finalement aussi, on a utilisé les mêmes types de modèles d'embedding, bien sûr,
C'est un modèle, si je me souviens bien, c'était un modèle de OpenAI. Donc, on utilisait le même dimension pour le DK et ensuite le même nombre de vecteurs. Les tests ont été réalisés en batch, on va dire, par batch de 50 000 vecteurs. Donc, en fait, on ajoutait 50 000 vecteurs, puis ensuite, on testait les performances. On a rajouté à nouveau 50 000 vecteurs, on reconstruisait les index, etc. Donc, euh, côté index, nous avons utilisé pour la partie open source un index de type TSKNN et pour Oracle, nous avons utilisé un index IVF. Pour ceux qui connaissent sur la technologie Oracle, les index qui sont disponibles aujourd'hui, c'est HNSW qui utilise beaucoup plus de mémoire, donc c'est quand même beaucoup plus gourmand sur tout ce qui va être la RAM et du coup va demander une instance supérieure pour exécuter et avoir les mêmes temps de réponse. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour choisir un index type IVF parce que c'est déjà la mise en place, elle est beaucoup plus simplifiée. Et ensuite, ça permet aussi d'avoir une approche très cost-effective en fait pour essayer de réduire les coûts et voir déjà si avec cette approche IVF, on est capable de répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc, de l'autre côté, open source, on utilisait DiskNN parce que pour ce type de base de données, c'était le plus performant. Donc, on voulait tester en fait entre les deux pour voir si, dans le meilleur des cas, on pouvait être compétitif. Du coup, par rapport au test, comme je vous ai dit, c'était par batch de ces ensembles de vecteurs. Et les résultats moyens qu'on a obtenus, c'est que même en ayant une installation minimale d'Autonomous, les index, c'est grâce aux index IVF, que, on fait la réduction même de temps de réponse moyen. Aussi, pour tout ce qui était l'insertion de vecteurs, on a testé à faire des tests d'insertion. Par contre, ici, c'était pas par 50 000, mais plutôt par 2000. Et en fait, on a réduit aussi la performance d'insertion de ces vecteurs. Finalement, pour rappel, la base de données 23i, elle est convergée. Donc, en fait, on peut l'utiliser pour faire des index aussi, pas uniquement pour la partie vectorielle, donc pour des données de type vecteur, mais on peut les utiliser pour faire des index sur les données relationnelles qui vont être stockées à côté. Voilà. Donc, ça, c'est pour le test. Aussi, je voulais rajouter en conclusion que grâce à ces tests, on a vu que la puissance qu'on alloue à une plateforme, c'est pas uniquement le facteur qui va décider et du coup, qui va marquer le temps de réponse, parce que la technologie, le logiciel, en fait, avec lequel la base de données est optimisée, est très important pour ces types de cas d'usage. Donc, c'est pour ça que, en général, on a estimé 30% d'économies faites avec cette bascule de la technologie open source vers de l'Oracle. Aussi grâce à la centralisation, donc à la convergence des différents services qu'on a pu faire sur la base de données, cette base Autonomous 23i. Aussi, je remarque que grâce au fait d'avoir cette automatisation dans le provisioning, patching, monitoring, etc., on permet aux équipes utilisateurs, que ce soit des développeurs, utilisateurs métiers, de passer plus de temps. Par exemple, les métiers vont passer plus de temps à analyser la data. Les développeurs vont pouvoir rajouter plus de fonctionnalités au lieu de se casser la tête avec des tâches quotidiennes de maintenance de la base de données. Finalement aussi, juste, c'est la mise en production facilitée parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça nous a pris 2 semaines pour faire la bascule et du coup faire la réécriture des fonctions et des classes qui avaient été créées pour la base Oracle, ainsi que pour la base open source. Et en fait, vu que ce travail est déjà fait, la bascule et du coup la mise en production, c'était juste un changement en fait entre, on va dire, entre le pointeur vers la base open source et le pointeur vers la base de données Oracle. Donc, le temps le délai entre le POC et la mise en production, c'est presque direct. Et du coup, aussi, je profite de cette conclusion pour vous rappeler que dans ces cas d'usage, nous avions une source de données définie, il y avait un ensemble de documentaires qui étaient utilisés pour le tester, mais en fait, dans le monde de l'entreprise, c'est un monde où il y a beaucoup de sources de données hétérogènes. On passe des applications qui sont des applications, je parle d'applications custom on-prem, je parle du SaaS, il y a plein de sources de données différentes, mais en fait, on doit avoir un moyen en fait de pouvoir
euh, centralisé. Et du coup, ils nous font une solution pour justement adapter, consolider ces changements, ces différentes données au sein d'une même database. Là, on parle de la base de données Oracle. Mais du coup, là, c'est pour ça que je profite en fait pour vous introduire à mon collègue Stéphane, qui va vous parler d'un outil qui s'appelle Oracle Golden Gate. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler. Et en fait, c'est le meilleur outil et service de réplication pour avoir cette consolidation et du coup utiliser toutes les sources de données d'entreprise, que ce soit de l'Oracle, de non-Oracle, SAS, etc., pour les consolider au sein de la même base et du coup pouvoir exécuter ces types de cas d'usage. Donc, je passe la parole à Stéphane. Merci beaucoup à tous. Merci Victor. Bonjour, donc Stéphane Braun. Je suis responsable de la partie intégration de données et on a vu donc sur cette première partie la database 23i, mais sans données à l'intérieur de cette base, ça ne présente aucun intérêt. Donc, on va vous expliquer au-delà de ce que les applications sont capables de mettre à jour, de créer comme données, d'aller récupérer en temps réel à l'extérieur, dans d'autres applications, dans d'autres types de technologies, les informations pour pouvoir alimenter cette base de données. Donc, aujourd'hui, dans les solutions d'intégration, puisqu'on parle d'intégration, nous avons au niveau de l'intégration par les données cette solution qui s'appelle Oracle Golden Gate. Cette solution permet de faire la récupération en temps réel de l'activité transactionnelle des systèmes de type database et pas exclusivement Oracle. On peut nommer Postgre, MySQL, SQL Server par exemple, de récupérer ces transactions et d'alimenter en temps réel des systèmes database ou des systèmes autres que je vais vous détailler ultérieurement. Alors, dans les différents use cases, on peut voir deux grandes catégories. Des projets que je vais appeler techniques, qui sont destinés au DBA, qui sont des projets techniques d'informatique pour le service informatique, comme les upgrades et les migrations sans interruption de service. Donc, Golden Gate vous permet de passer d'une version de database X vers une version de database nouvelle, par exemple d'une bascule de 19 d'Oracle 19 vers Oracle 23 sans interruption de service, ou changement de plateforme d'AX à Linux, ou également carrément changer de type de technologie. J'ai en tête dans certains cas des applications de retail où nous sommes passés des databases qui étaient en DB2 vers du SQL Server, par exemple. Donc ça présente l'intérêt de ne pas avoir d'interruption de service au niveau de l'application et donc les utilisateurs, pendant cette période d'initialisation, continuent à travailler. La deuxième partie et les deuxièmes, on va dire, sont les projets de type métier où on retrouve le data offloading ou la création d'environnements de subsetting à partir des applications de production à des fins de reporting, à des fins de construction de data warehouse, à des fins de construction de type on va dire, restitution intelligente de l'intelligence artificielle avec le vecteur, ce qu'on va voir après comment on fait avec cette nouvelle version 23i. Et également tout ce qui est streaming de données vers des solutions de réplication de streaming temps réel comme Kafka par exemple, où après vous allez avoir un consommateur de la donnée qui a été publiée. Donc ça, ce sont les grands cas d'usage de Golden Gate. La solution existe depuis plus de 20 ans. Et vous voyez sur le graphe, alors je ne vais pas détailler toutes les évolutions, mais je vais surtout parler du passage on va dire de la 19 à la 23i. Elle se caractérise évidemment, la 23i, par la capacité de prendre en charge toutes les nouveautés de la database. Donc tout ce qui est gestion des nouveaux datatypes de type vecteur ou JSON. Et aussi une architecture qui est typée microservice qui existait déjà depuis les versions précédentes, mais qui s'est améliorée et qui permet via des API on va dire de monitorer, de développer à travers ces API toutes les fonctionnalités d'extraction et de réplication. Si je regarde du côté des différentes technologies qui sont supportées tant en source qu'en cible par la solution Golden Gate, on retrouve la majorité des databases on va dire les plus courantes, Postgre, SQL Server, MySQL.
On retrouve également une série des applications Oracle de type SaaS. On retrouve également tout ce qui est streaming de flux de type Kafka en entrée et des technologies, on va dire, non SQL comme MongoDB ou DataStax. Et en target, on retrouve évidemment toutes les technologies sources. Et au-delà de tous ces environnements on-premise, on a également la possibilité d'alimenter tout ce qui est cloud tiers, que ce soit sur des environnements de type S3, que ce soit après sur des environnements techniques comme Snowflake ou des environnements Databricks. Donc ces solutions vont permettre de faire une réplication de l'activité transactionnelle, filtrée ou non filtrée. C'est ça qui présente aussi un intérêt par rapport à des solutions de réplication natives comme on peut avoir sur Oracle comme du DataGuard. Là, on va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes versions de database d'un côté et de l'autre. Je peux très bien extraire d'une 12 pour répliquer vers une 23, ou je peux très bien partir d'une database de type DB2 IBM pour alimenter du Databricks qui sont dans les environnements cloud. Donc, ça permet de gérer des combinaisons non seulement de technologies, mais aussi de solutions qui sont type stockage, type NoSQL ou type streaming de données. Sur la partie 23, sur ce slide, vous voyez, on va dire, toutes les nouveautés qui ont été introduites par rapport à la version 21. Je vais me focuser sur deux principales. La première qui est en rapport évidemment avec la database Oracle 23i et une des fonctionnalités qui est intéressante, c'est la partie qui s'appelle DataStream. Donc sur cette partie Oracle 23i pour l'alimentation de la database, on a la possibilité de récupérer les transactions de bases de données de type vecteur tiers. Donc, pour être capable de faire un pont entre ces technologies qui ne sont pas Oracle et charger la database Oracle. Évidemment, ça marche dans l'autre sens. Hein. On est bidirectionnel et on est capable de sortir de la database 23i pour alimenter d'autres environnements. Et que ce soit dans des environnements on-premise comme dans des environnements cloud. Il n'y a pas de restriction. La possibilité d'échanger et de faire du lift ou de faire des échanges en temps réel entre ces différents environnements est bien évidemment à disposition. Donc, sur cette partie-là, dans les processus qu'on retrouve au niveau de Golden Gate, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on va dire, la phase d'extraction, la phase de récupération de cette activité transactionnelle, qu'elle soit de type création, mise à jour ou suppression, et on va alimenter en temps réel les formats vecteurs au niveau de la database 23i, ce qui va nous permettre de faire ce cycle d'Orag d'enrichissement des informations en ayant différentes applications sources de différents fournisseurs de données et de venir enrichir cette partie restitution avec des données qui, en plus du LLM, viennent de votre environnement client pur avant. Évidemment, ça va servir aussi au niveau du LLM si vous voulez faire des recalculs et enrichir cette partie-là. Donc, si je regarde en synthèse sur cette partie, donc, on a la phase de RAG qui permet, via Golden Gate, de faire une synchronisation en temps réel de votre base de données 23i et après d'enrichir ce modèle. La deuxième nouvelle fonctionnalité, c'est Golden Gate DataStream. Celle-ci est, à mon avis, intéressante à vous présenter parce que auparavant, sur toutes les versions précédentes, pour pouvoir venir consommer les transactions, pour pouvoir venir chercher la donnée, vous étiez obligé d'avoir un processus Golden Gate qui consomme, qui réplique. Donc, un qui extrait, Golden Gate, et un Golden Gate qui réplique. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'avoir un Golden Gate qui réplique. On peut utiliser cette fonctionnalité-là sans avoir Golden Gate en face. Comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait qu'on va écrire du code, Java, ou Python, du code ce que vous voulez, qui va venir consommer les informations qui sont publiées dans ce qu'on nomme les Async API. L'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir intégrer dans vos développements
la totalité des chaînes de développement pour venir consommer ces données qui sont issues de l'activité transactionnelle de la database. Donc, ça vous ouvre une possibilité en disant, ben voilà, je veux communiquer avec une appli, j'ai pas le droit d'écrire dans la database, donc je peux venir faire autrement en interagissant avec ces applis. Et la dernière partie, donc, c'est vous montrer que cette solution est disponible non seulement dans des environnements on-premise, d'accord? Donc, vous voyez sur le slide que donc Golden Gate est capable de faire sur la partie Oracle et les autres technologies. On a également une solution qui s'appelle Golden Gate Stream Analytics qui permet de faire des transformations. Elles sont disponibles et on-premise et dans le cloud. Voilà. Donc c'était le slide, donc c'était la conclusion et ben, je vous remercie et je passe la main à Patrick pour la conclusion. Merci. Merci Stéphane, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On va effectivement poser quelques questions à nos intervenants et je laisse à l'écran aussi ces petites propositions qu'on a autour du cloud, Cloud Free Tier, Oracle, et puis les Live Labs qui voulaient utiliser des environnements de test. Voilà pour vous former ou pour vérifier un certain nombre de concepts. Il y a une question qui est tombée plusieurs fois. Nicolas, ça va être pour toi. C'est la Je disponibilité prends, je prends. DB23i dans les environnements on-prem. On sait qu'on a pas mal de clients qui attendent ça. Oui, bon, on n'a toujours pas, honnêtement, on n'a toujours pas la date, hein, donc je ne peux pas vous donner de date sur les environnements on-prem, autrement que les ingénieurs système. Par contre, on-prem, pour l'instant, vous pouvez déployer sur Exadata, vous pouvez déployer sur Oracle Database Appliance ou sur les PCA, donc toutes les machines ingénieurs système on-premise, vous pouvez les déployer. Pour la partie x86, il faut suivre la note du support qui indiquera dès que la disponibilité de la nouvelle version sur le x86. Merci Nicolas. Peut-être un peu dans cette lignée-là. Donc une personne a des versions standards d'Oracle. Donc est-ce que finalement il bénéficie, tu vois, des mêmes évolutions? Alors, ce que j'ai parlé tout à l'heure, oui, effectivement. Alors, il y a des choses forcément des fois qui peuvent être différentes, mais sur la partie qu'on a vu tout à l'heure, sur la partie JSON, sur la partie IA, sur la partie graph, c'est inclus dans le moteur Oracle, peu importe la version. Donc, que ce soit standard, que ce soit enterprise, il n'y a pas de surcoût supplémentaire, il n'y a pas d'option à acquérir. Dès lors que vous avez que vous utilisez une base Oracle dans le cloud, qu'elle soit en standard ou en enterprise, vous disposez de toutes ces fonctionnalités dans la base. Ok, merci Nicolas. Je vais assez vite parce que le temps est serré. Sur Golden Gate, Stéphane, il y a une question là juste quand tu parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire cohabiter plusieurs versions sur un Alors, même environnement? oui, tout à fait. Donc, au niveau des versions tant database que Golden Gate, encore beaucoup on va dire, de clients de compte qui sont encore sur les versions 19 de Golden Gate. Donc, pour travailler avec la 23i, il faut que vous ayez obligatoirement du Golden Gate 23. Mais vous pouvez très bien avoir un processus d'extract qui vient d'un 19 pour alimenter un 23 et faire cohabiter les versions entre elles, qu'elles soient en plus on-premise ou cloud. Ok, ok, merci Stéphane. Et une question qui fait un peu le pont avec la session de demain, donc ça me va bien. Donc, tu as un client visiblement qui a de l'Azure, qui a des bases Oracle plutôt on-prem, qui se pose des questions d'interconnexion, en fait, comment ça peut fonctionner. On l'a évoqué très rapidement, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est capable d'alimenter toutes les databases qui sont dans les clouds tiers et notamment les nouvelles versions de databases HAT, qu'elles soient chez AWS, GCP et Azure. Super. Avec, Victor, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Oui, oui, à part l'alimentation dont Stéphane a parlé, c'est aussi la possibilité, en fait, toutes ces bases qui sont déployées chez Azure ou Google ou Amazon, en fait, sont déployables et accessibles directement depuis la console du cloud provider, pas forcément Oracle, mais l'autre. Et en fait, c'est juste en quelques clics. Il y a juste à aller sur la marketplace et puis ensuite cliquer sur le bouton déployer. Il n'y a pas besoin de faire de interconnexion particulier dans ces clouds parce que en fait, les systèmes sont hébergés dans le data center Azure, Google ou AWS. Donc, pas besoin de créer des interconnects.
parce que le système réside dans le même réseau. Donc voilà, l'intégration est complètement native. Super. Merci, merci Victor. Voilà, j'ai couvert rapidement les questions. Si votre question n'a pas été répondue, on va encore rester connecté. On va y répondre à l'écrit. Donc merci à nouveau à vous tous donc pour votre temps ce matin, pour votre participation. On se retrouve demain matin donc à 11 heures et on va justement creuser ces déploiements, ces utilisations des environnements de base de données Oracle dans des contextes multi-cloud, dans des contextes notamment d'hyperscaler. Donc, merci encore et rendez-vous demain matin à 11 heures. À bientôt, au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.